Bienvenue à la grande édition sur Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le bureau du président des États-Unis a annoncé que ce jeudi, le président américain Donald Trump recevra les chefs d'État du Rwanda et de la République démocratique du Congo pour signer des accords de paix et de coopération économique. Cette communication a été faite par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, lors d'un point de presse tenu hier lundi. Les États-Unis ont également invité d'autres chefs d'État de la région pour assister à la cérémonie de signature en tant que témoins. Parmi eux figurent le président du Kenya, William Ruto, et celui du Burundi, Evariste Ndayishimiye. La présidence du Burundi a annoncé que ce mardi, Evariste Ndayishimiye prendra l'avion pour les États-Unis où il participera à cette cérémonie de signature entre le président rwandais Paul Kagame et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Lors du lancement de la semaine minière du Rwanda, le Premier ministre, le docteur Justin Nsengiyumva, a assuré les mineurs du soutien du gouvernement dans leurs efforts pour le développement du pays. Il les a exhortés à professionnaliser leurs opérations minières afin qu'elles contribuent à la réalisation de la vision de développement que le pays s'est fixée. Il s'agit de la 8e réunion annuelle qui durera une semaine et portera sur le développement du secteur minier ainsi que sur les défis et les problèmes persistants. Les sociétés minières présentes ont indiqué s'attendre à des résultats concrets et bénéfiques pour les investisseurs, d'autant plus que certaines d'entre elles avaient quitté la Réunion lors des précédentes éditions. Ce point a été réaffirmé par Uwiringiyimana Justin, PDG de Trinity Nyakabingo Mining Company, et Kayobotsi Bosco, PDG de Gasabo Gold Refinery. Alice Ouassé, directrice de l'Agence nationale rwandaise des ressources minières, a déclaré qu'ils attendaient beaucoup de cette réunion, notamment des discussions sur la manière dont la technologie peut être utilisée pour réduire les équipements technologiques, pour réduire plutôt les obstacles à la production du secteur, d'autant plus que de nombreux équipements technologiques proviennent de ces minéraux et qui sont également extraits ici au Rwanda. Le Premier ministre du Rwanda, le docteur Justin Nsengiyumva, a lancé cette semaine d'exploitation des pierres précieuses en assurant les acteurs du secteur minier du soutien du gouvernement et en les exhortant à poursuivre le développement de ce secteur en soutenant l'utilisation de nouvelles technologies et en préservant l'environnement. Cette semaine consacrée aux mines s'achèvera le 5 décembre, mettra l'accent sur l'utilisation des technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle, dans le secteur minier afin de protéger les ressources et de réduire les risques d'accidents qui affectent fréquemment les mineurs traditionnels. Le Rwanda exploite actuellement les minéraux précieux tels que l'or, le gaz, le coltan, le wolfram, le béryl et le lithium, plutôt récemment découverts dans l'est du pays. On y retrouve également d'autres minéraux commerciaux utilisés dans la construction comme le granat, l'agate, le schiste, l'argile et le sable. L'année dernière, ce secteur a généré 1,7 milliard de dollars. Cette recette pour le pays, contre 370 millions en 2017. L'objectif est d'atteindre 2,1 milliards de dollars d'ici 2029. Vous suivez la grande édition sur la télévision du Rwanda. Les analystes qui suivent de près la politique et l'évolution sécuritaire de la sous-région estiment que la région des Grands Lacs aura du mal à trouver une paix durable si le problème du groupe terroriste FDLR n'est pas définitivement résolu. C'est en tout cas le point de vue du journaliste Sehene Ruvugiro Emmanuel qui explique que ce groupe tire ses racines loin dans le passé. Suivez-le. Le FDLR, c'est un monstre. C'est un monstre à plusieurs têtes, à des milliers de têtes.
Vous direz que la tête principale se trouve au Congo, mais plusieurs têtes se trouvent ailleurs. C'est un monstre tentaculaire, dans la mesure où, pour moi, le FDLR n'est pas que les gens physiques qui descendent ou qui sont le reste des militaires ou des miliciens Interahamwe qui ont endeuillé le Rwanda en 1994. Mais je considère le FDLR essentiellement en ce qu'il est plutôt l'idéologie et la raison pour laquelle cette idéologie a eu lieu. Remontons aux années 1980, aux années 80. C'est là où l'on voit justement que le régime du président Habyarimana focalise sur cette idéologie bantou-hamitique pour bien asseoir son pouvoir. Hein. On le voit s'allier d'abord le Congo, mais au-delà du Congo, on le voit dans d'autres pays africains, où justement il est en train de montrer que il y a une menace nilo-hamitique sur la civilisation bantoue. Que j'aime des fois mentionner le cas de l'abbé Alexis Kagame, qui a été élu par l'UNESCO en 81 pour diriger le CICIBA, le centre des langues et cultures bantoues, qui est assis à Libreville, je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'UNESCO dit à Habyarimana, c'est au tour du Rwanda de prendre la direction, de prendre la présidence du CICIBA. Et Habyarimana a dit non, mais comment un Hamite peut diriger un centre pour les civilisations bantoues? Donc, ça, c'est une anecdote macabre dans la mesure où l'abbé Alexis Kagame a fin de fin été victime de ça. Alors, on voit justement qu'à partir de ces années-là, Habyarimana a construit fond de l'Omagrivi, au nord Kivu, et puis tout culmine en 94, où la milice Interahamwe, où toute l'idéologie du génocide a été mise en place, où la phase exécution finale est justement est à terme. Voilà. Alors, le FDLR naît de là. Les gens prennent la fuite devant les forces du FPR qui arrêtent le génocide et libèrent le pays. Ils se réfugient avec leurs armes au Congo, ça c'est de l'histoire, et continuent la lutte pour la prise du pouvoir, mais essentiellement la lutte pour aboutir à l'extermination des Tutsis, comme cela avait été à l'origine de cette idéologie même. Et pour la page culture de cette grande édition, nous vous emmenons dans les coulisses du travail de l'artiste peintre belge Paul de Gobert. Bienvenue à Kigali, au cœur du Rwanda, la terre des 1000 collines, où se tenait une exposition remarquable en marge du championnat mondial de cyclisme 2025. Nous sommes en présence de Paul de Gobert, peintre belge de renom, pour parler de ses illustrations pour le livre Les 1000 collines à coups de pédale, coécrit avec l'auteur rwando-belge Joseph Noanier. Ces œuvres ne sont pas de simples dessins. Elles sont le fruit d'une immersion au Rwanda, d'un voyage à vélo, capturant l'énergie des paysages, la vie quotidienne et l'importance du vélo, qui est ici bien plus qu'un sport. C'est un moteur social et économique. Plongeons dans l'atelier de l'artiste, là où le coup de pinceau rencontre le coup de pédale, pour comprendre comment ces images vibrant d'émotions sont nées. Le voyage à vélo a-t-il directement influencé la technique ou la palette de couleurs utilisées dans ces peintures?
Ah oui, évidemment, parce que quand on invite énormément de pays du monde, ils viennent avec leurs couleurs propres, leurs drapeaux, et dans le cas du vélo, ben il y a des équipes avec des couleurs et ils mettent en valeur leur pays par la couleur aussi. Et déjà, le vélo, il y a l'histoire des maillots, c'est déjà toutes des couleurs. Le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois. Voilà. Et le maillot arc-en-ciel, c'est particulier parce que l'arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière blanche, donc c'est toutes les couleurs. Et c'est quoi un arc-en-ciel? C'est un phénomène visuel, optique, qu'on peut observer après un orage. Quand le soleil revient, il transforme toutes ces petites gouttes de pluie et ça fait un arc-en-ciel. Et donc c'est un symbole de renouveau, de joie. Est-ce que c'est pour ça qu'on a choisi ça? Mais le fait est là. C'est que c'est un très beau symbole que beaucoup de peintres ont utilisé. Parfois, il y a un fond en arc-en-ciel. Donc, ça donne déjà une dimension de joie, de plaisir ou de victoire, si on veut. Ça, c'est sûr. Et est-ce que parmi ces scènes capturées, que ce soit les marchés, les travailleurs, les cyclistes qui ne sont pas nécessairement des sportifs, laquelle a été la plus difficile ou la plus émouvante à transposer sur de la toile? Ah oui, alors quand j'ai traversé beaucoup de régions du Rwanda, j'ai découvert ces gens qui poussent des vélos avec des poids énormes, etc. Un peu l'exemple de celui-là, par exemple, parce qu'il fallait arriver à exprimer cet effort d'un couple de 2 personnes dans un paysage. Le paysage d'ici, qui évoque un endroit. Donc le paysage, il est suggéré, mais l'accent est mis plutôt là sur les personnages, le vélo. Donc il y a plusieurs messages, on dit plusieurs choses dans une même image. Et ça évidemment, il faut le faire et essayer 2-3 fois jusqu'à ce que ça marche. Et quand ça marche, évidemment, ça évoque tout de suite ce que j'avais envie de montrer. Le vélo, l'effort, la solidarité, transporter, souffrir mais en souriant. C'est surtout ça, le sourire. Rien ne nous arrête, on fonce, parce que c'est admirable de voir comment ils arrivent à porter des choses sur ces vélos. Donc c'est un outil assez magique, hein, qui a été utilisé, comme Joseph raconte dans le livre, depuis longtemps pour la communication, le transport, vélo-taxi. Et aujourd'hui, la dimension du sport, c'est important aussi parce que c'est le développement du corps des gens et aussi cette solidarité entre pays je ne veux pas dire qu'ils s'affrontent, mais qui se mettent en duel un peu héroïque, avec des frustrations peut-être aussi. Il y a des gens qui arrivent à... Mais aussi, il y a une nouvelle école, c'est l'Afrique de demain. Il y a énormément de gens qui font du vélo ici, mais qui n'ont pas la capacité de faire des courses, mais rien ne dit qu'il va y avoir des futurs champions. Hein. Comment avez-vous réussi à équilibrer dans vos compositions la dimension poétique dans le récit de l'écrivain Joseph Nwaniye avec la réalité concrète et qui est souvent difficile des paysages et des gens rencontrés? Joseph, il raconte aussi ses émotions. Et d'ailleurs, il disait « Je voulais mettre mes émotions sur tes dessins ». Donc, on a vécu des mêmes trucs. Il a eu ces flashs qu'il écrit à sa manière, avec quelques mots. Moi, j'essaie d'exprimer peut-être la même chose, mais avec quelques traits. Et parfois, c'est pas sur la même page, ça se croise, ça se complète. Donc, c'est pas un texte qui illustre un dessin, ni un dessin qui illustre un texte, mais c'est 2 visions qui se croisent et qui se complètent finalement. Est-ce qu'en réalisant ces œuvres, vous avez ressenti une sorte de responsabilité particulière à représenter le Rwanda à un public international? Oui, parce que moi je voyage beaucoup en dessinant et quand je vais dans un pays pour le découvrir, c'est quand même pour montrer ce qu'il y a de plus chaud, de plus extraordinaire, et de donner une image vraie. Essayer d'être authentique, ne pas trahir,
évoquer le mieux possible. Et dans le cas du Rwanda, c'est la beauté, la lumière, enfin plein de choses qui m'ont fasciné, que j'essaye de faire passer dans les dessins. Alors vous avez récemment participé au championnat mondial de cyclisme ici à Kigali, que ce soit au cœur de l'action avec un stand, mais aussi en parallèle avec une exposition qui se passait à l'Institut français. Comment a été cette expérience pour vous? Ben, c'est d'abord une expérience extraordinaire d'être ici pendant cet événement mondial où j'ai retrouvé des Belges, des Français, des gens que je ne connaissais pas. Je découvrais des personnes qui faisaient du vélo, qui viennent d'un autre pays, c'est extraordinaire. Mais aussi le fait que nos éditeurs qui ont édité le livre avaient un stand où ils présentaient les livres. Et là, on pouvait rencontrer des gens, faire des croisements, faire des dédicaces. Et ça, c'est un aspect. L'exposition, c'est un autre aspect, c'est pour montrer que le livre est fait d'images, mais d'où viennent ces images? Ce n'est pas toutes les mêmes, ce n'est pas les mêmes techniques. Donc c'était intéressant de montrer le développement, d'où ça vient, tout ça, avec des petits carrés ou des aquarelles, et pouvoir en parler aux gens qui venaient, parce que beaucoup de gens sont venus et ils m'ont posé des questions, je pouvais leur répondre en direct, voilà. La transmission, c'est très important pour vous, je le sais. Pour finir, quel serait un peu un message, un clin d'œil à cette nouvelle génération de jeunes peintres qui espèrent un jour devenir les Paul de Gobert du futur? Mais je leur souhaite, parce qu'en fait, j'ai visité l'école qui se trouve près du lac, j'ai été voir, et il y a plein de talents, et il faut qu'ils aient des ouvertures, mais qu'ils n'oublient pas que même si on est dans un monde d'intelligence artificielle, on peut toujours utiliser les choses simples. Comme on peut dire les choses simplement, on peut s'exprimer en dessinant, c'est universel. Comme les enfants, la première chose qu'ils font quand ils dessinent, ils s'expriment énormément. Donc on doit rester un peu enfant, hein, c'est important. Merci beaucoup, merci. Depuis quelques semaines, les consommateurs d'énergie électrique au Rwanda ont constaté un changement significatif sur le coût de leurs factures. Rwanda Energy Group, REG en sigle, conseille aux habitants de n'utiliser l'électricité qu'en cas de besoin, en évitant d'allumer les lumières et de brancher les appareils électriques inutilement. Les précisions avec Patrick Nilidandi. Rwanda Energy Group, REG en sigle, la société rwandaise en charge de la fourniture de services publics d'énergie au Rwanda par l'exploitation et la maintenance des centrales, du réseau des transports et des distributions et la vente au détail d'électricité. Cette compagnie a revu à la hausse les coûts de ses facturations au grand déplaisir des consommateurs. REG conseille aux habitants de n'utiliser l'électricité qu'en cas de besoin, en évitant d'allumer les lumières et de brancher les appareils électriques inutilement. Chez Gatwaza Narcisse, un homme âgé vivant en secteur Masaka du district de Kichukiro, dans la ville de Kigali, a indiqué avoir constaté un doublement de sa facture d'électricité. Comme d'autres habitants, dont Musone Jules, également résident à Kichukiro, dans la ville de Kigali, il déplore les difficultés financières liées à cette augmentation de prix, son pouvoir d'achat n'ayant pas augmenté. Les porte-paroles du Rwanda Energy Group, REG, Zawadi Geoffrey, recommandent à la population d'utiliser l'électricité uniquement lorsque c'est nécessaire et encouragent ceux qui en ont les moyens à opter pour l'énergie solaire. L'experte en électricité, Rwema Jean-Claude, explique que l'utilisation d'ampoules basse consommation est un moyen de réduire sa facture d'électricité mensuelle. Le 1er octobre dernier, les nouveaux tarifs d'électricité ont été annoncés. Certains tarifs sont restés inchangés, tandis que d'autres ont augmenté en fonction de la consommation. En 2020, les ménages consommant moins de 15 kW par mois
payé 89 francs rwandais par kilowatt. Ce tarif est resté inchangé. Pour les ménages consommant entre 15 et 50 kW, le prix a augmenté de 16%, passant de 182 à 212 francs rwandais. Pour les bâtiments non résidentiels consommant 100 kW d'électricité, le prix est passé de 204 à 227 francs rwandais. Pour les bâtiments non résidentiels consommant plus de 100 kW, le prix est passé de 222 à 255 francs rwandais. Pour les petites industries, le prix est passé de 110 à 134 francs rwandais par kilowatt. Pour les moyennes industries, le prix est passé de 87 à 103 francs rwandais. Tandis que pour les grandes industries, le prix du kilowatt est passé de 80 à 94 francs rwandais. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.